Il est exactement à 16 heures au pays de l'oncle Sam, à Washington plus exactement, mais 20 heures à Dakar. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition dont voici les titres. Il y a de l'électricité dans l'air aux Almadies 2, une localité située dans la commune de Sangalkam. Les habitants s'y insurgent contre une spoliation foncière et accusent le promoteur de l'UDE urbain d'entreprise, en l'occurrence Demba Diop Sy. Du côté de l'entreprise en question, l'on s'inscrit en faux contre ces accusations. Le chargé des travaux d'urbain d'entreprise persiste et signe. Demba Diop Sy détient bel et bien tous les documents administratifs relatifs à cette assiette foncière. Vous aurez les réactions des deux camps dans ce journal. Le reportage de ce soir s'intéresse à la mare au crocodile de Saré Paté, une localité située dans le département de Kolda. La présence de ces reptiles aquatiques est signalée pour la première fois en 1971. Aujourd'hui, ces animaux constituent une menace dans la localité. Ils s'attaquent régulièrement au bétail. Nous serons avec Bekay Cissé pour plus de détails. En sport, la grande affiche qui oppose Balla Gaye 2 à Moussa Tine. Le combat entre ces deux champions de la lutte avec frappe bat son plein présentement à l'arène nationale. 11 années après leur premier face-à-face en 2013, les deux lutteurs se retrouvent ce soir. Le Lion de Guédiawaye veut renouer avec le succès alors que le géant du Baol est en quête d'une 6e victoire de rang. L'actualité hors de nos frontières nous mènera au pays de l'oncle Sam. Joe Biden se retire de la course à la présidentielle américaine. Affaibli par son état de santé et lâché par des poids lourds du camp démocrate, l'actuel occupant de la Maison-Blanche a décidé ce dimanche de renoncer à se présenter à l'élection présidentielle contre Donald Trump. Lui-même en a fait l'annonce sur son compte. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à toutes et à tous. Le climat est électrique aux Almadies 2, une localité située dans la commune de Sangalkam. Les habitants y dénoncent une spoliation foncière et accusent le promoteur de l'UDE, en l'occurrence Demba Diop Sy. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est ainsi invité à intervenir dans ce dossier pour édifier les populations. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant sur place, Bakary Touré, Bakary Cissé. Bakary qui a d'ailleurs tendu également le micro à l'autre partie. La réponse ne s'est pas fait attendre, en tout cas du côté de l'UDE. C'est le chargé des travaux d'urbain d'entreprise qui balaye de revers de main toutes ces accusations. Selon lui, le promoteur Demba Sy détient tous les documents administratifs relatifs à l'assiette foncière en question. Baba Touré s'est exprimé au micro de Bakary Cissé. Vous aurez également l'élément dans nos prochaines éditions. Et puis ça grogne également du côté du port autonome de Dakar. C'est un cri de détresse que lance le collectif des temporaires du port autonome de Dakar. En effet, il attire l'attention de l'opinion publique sur la décision prise par Waly Diouf Bodian, nouveau directeur général du port autonome de Dakar, en date du 25 juin 2024, de suspendre le renouvellement de leur contrat. Cette décision touche plus de 700 emplois, dont 400 travailleurs déjà au chômage. Dans un communiqué, le dit collectif souligne que cette mesure crée une instabilité financière importante et prive de nombreux responsables de famille de leur salaire. Ils interpellent ainsi le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko. Ils leur demandent d'observer minutieusement cette situation car, avertissent-ils, si rien n'est fait, d'ici 2 mois, plus de 700 personnes se retrouveront au chômage.
Direction Kaolack à présent, quelques jours après les fortes inondations qui avaient touché plusieurs quartiers de la ville. L'Alliance pour la défense des intérêts de Kaolack dénonce le non-curage du principal canal de Passoire Médina à Mbaba. Face à une gestion du maire Serigne Mboup jugée calamiteuse, l'Alliance réclame une délégation spéciale et interpelle les autorités du gouvernement. Voici donc leur porte-parole au micro d'Abdoulaye Diallo. Après les premières pluies, les gens ont alerté. Personne n'a répondu à notre appel. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a écouté son voyage de Saint-Louis en venant à Kaolack. Malheureusement, en venant à Kaolack, il n'est pas passé par Médina Mbaba et Passoire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons pris comme Médina Mbaba, comme nous aurions pu prendre Passoire comme point d'orgue pour parler des questions d'inondation à Kaolack. Vous avez constaté avec nous que depuis le départ du ministre, avec tous les engagements pris, aucun changement n'a été noté à travers Kaolack, notamment dans les deux quartiers, Passoire et Médina Mbaba. Aujourd'hui, nous avons vu les populations elles-mêmes en train de faire des travées pour que l'eau qui est dans leur maison puisse sortir. Une mairie qui ne peut pas curer des canaux à ciel ouvert, mon Dieu, n'a pas sa raison d'être. Ils attendent jusqu'à ce que les gens soient sous les eaux pour qu'ils sortent ce matériel-là ou décaisser l'argent budgétisé pour régler la question des inondations. Mais dans quelle république nous sommes? Il n'a pas notre temps. Ceux à qui il a délégué ce pouvoir ont atteint leurs limites, n'ont aucune compétence. Ils n'ont aucun respect pour personne. Il a atteint ses limites, que l'État prenne ses responsabilités. Il a atteint ses limites dans tous les secteurs de la vie de Kaolack. Purement et simplement, nous demandons de nous remettre notre mairie et aller à Dakar ou à Louga et nous laisser la commune de Kaolack. Campagne agricole à présent. Pour en parler, nous prenons la direction de Diourbel. Les autorités administratives de cette région ont effectué vendredi une visite inopinée dans quelques commissions de distribution des semences dans l'arrondissement de Ndoulou et dans la commune de Diourbel. L'objectif étant de faire le constat des conditions et de l'état d'avancement des distributions des intrants agricoles dans le département de Diourbel. Une visite qui entre dans le cadre de la mission de contrôle, de supervision et d'encadrement de la campagne agricole. C'est une correspondance d'Abdoulaye Faye. Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a effectué une visite inopinée auprès de quelques commissions de distribution des semences dans l'arrondissement de Ndoulo et dans la commune de Diourbel, qui a pour objectif d'apercevoir le mode de fonctionnement des commissions et le respect des modalités de distribution fixées par le ministère de l'Agriculture. L'objectif quand même qui était visé, c'est après quelques semaines de déroulement, avoir donc un aperçu sur d'abord le fonctionnement de la commission, mais également le respect des modalités qui étaient fixées par des lettres circulaires adressées par le ministre de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire. Selon le constat du gouverneur de la région, les opérateurs de distribution des semences se déroulent normalement dans la région de Diourbel avec un taux de réception satisfaisant de semences. Dans l'ensemble, quand même, il faudrait dire que les opérations se déroulent quand même normalement. Les commissions fonctionnent. Les opérations de réception également, on a eu un taux quand même satisfaisant dans la région. Pratiquement dans le département de Diourbel, la totalité des semences d'arachide ont été donc réceptionnées. Pour dire également, les prix sont correctement appliqués. Pour améliorer le déroulement de la cession des intrants agricoles, le gouvernement a soulevé quelques manquements, avec notamment l'absence des carnets de reçus dans certaines commissions et le faible taux de représentation des femmes bénéficiaires. Maintenant, au-delà de ça, il y a eu quelques quand même manquements qu'il faudrait soulever pour encore améliorer le déroulement de la cession des intrants agricoles, notamment du côté des opérateurs, où on a constaté dans certaines commissions, les gérants ne disposent pas des carnets de reçus pour assurer une bonne traçabilité des intrants agricoles. L'autre conseil également, certes, il y a une représentation des femmes dans le cas des bénéficiaires, mais on peut quand même améliorer donc, le taux de représentativité. Pour connaître le nombre de jeunes bénéficiaires de ces semences, le chef de l'exécutif régional de Diourbel suggère aux opérateurs d'améliorer le journal de vente en y insérant une colonne d'âge à côté du sexe. Merci à vous Abdoulaye Faye. Nous en arrivons à notre reportage de ce soir qui s'intéresse à la mare aux crocodiles de Saré Paté, une localité située dans le département de Kolda.
Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, pourtant elle existe et attire beaucoup de curiosité. La présence de ces reptiles aquatiques à Saré Paté a été signalée pour la première fois en 1971. Aujourd'hui, ces animaux constituent une menace dans la localité. Ils s'attaquent régulièrement au bétail. C'est une correspondance de Bekay Cissé depuis Kaolack. Le reste d'un mouton dans une mare. Sans aucun doute, cet animal a été abattu par un crocodile. Nous sommes à Saré Paté, un village dans la commune de Dialambéré. Des trous pareils, il y en a de l'autre côté de la rive. Les crocodiles ont partout des abris le long de la berge. Les femmes que vous voyez là-bas cherchent à traverser pour rejoindre ce village. Un mouton dévoré. Au même moment, des femmes traversent le cours d'eau sans aucune frayeur. Pourtant, le danger est tangible, car la présence des crocodiles sur ce lieu ne souffre d'aucun doute. Le village a été créé par mon grand-père qui s'appelle Paté Baldé. C'est lui qui a créé le village de Vélingara Paté en 1970. En 1971, ces crocodiles-là sont venus ici au niveau du village de Vélingara Paté. Depuis lors, on cohabite ensemble ici. Depuis 1971 jusqu'à nos jours, ils n'ont jamais attaqué de personne ici. Mais seulement les moutons et les chiens, ils n'aiment pas. Si ces moutons-là et les chiens vont au niveau de leur trou, ils les mangent rapidement. Mais quant aux enfants, des fois ils jouent avec les enfants au niveau de la mare ici. On n'a pas la possibilité de construire un pont, mais je pense que c'est l'une des meilleures solutions pour éviter les risques d'attaque. Une liaison téléphonique avec Ablaye Karé, chef de brigade forestière de Mampatim, permet aux membres de l'association des journalistes et reporters de Kolda d'avoir beaucoup plus d'informations sur la mare aux crocodiles. C'est vrai qu'au niveau de ce site, il est fréquenté par les populations. Oui. Est-ce qu'il y a des risques? Les risques, c'est généralement avec le bétail. Ok. Parce que les crocodiles souvent sortent de l'eau et ça donne à une activité de chasse pour se nourrir. Mais pour les êtres humains, vraiment, en tout cas, à ce que je connais, il n'y a pas eu d'accident. Il y a la possibilité peut-être de mettre des grillages ou des grilles de protection. Bon, pour le moment, rien n'est prévu. Généralement, dans des cas comme ça, c'est les projets et les programmes qui nous aident à intervenir et à clôturer. Ou bien c'est les collectivités locales. Mais le service traditionnel n'a pas les moyens de faire des actions. Une belle découverte à Saré Paté. La mare aux crocodiles, un site touristique, pas encore au profit des populations, mais dont le bétail en paye un lourd tribut. Les êtres humains, toujours pas en sécurité, les autorités sont donc interpellées. Un reportage sur la mare aux crocodiles à Saré Paté à Kolda, signé par notre correspondant Bekay Cissé. De retour à Dakar, nous parlons de la première édition du colloque mondial de la Tijania, l'islam soufi face aux défis contemporains, tel est le thème retenu pour cette année. Une cérémonie marquée par une forte présence des hommes religieux et politiques du monde. L'objectif de ce colloque étant de participer au développement mondial tout en proposant des idées en rapport avec les recommandations du guide suprême de la tariqa Tijania. Les détails avec Moussa Mané. Le thème « Islam soufi face aux défis contemporains ». Cette rencontre a été un intense moment de réflexion sur les défis qui interpellent le tariqa Tijania dans un contexte marqué par des conflits religieux, ethniques et sectaires. Les crises climatiques, la crise familiale, donc sociétale, les crises économiques et politiques, les crises scientifiques et éthiques, les crises culturelles et civilisationnelles, tout cela parce que l'homme est malade. Et quand l'homme est malade, tout ce qu'il touche est affecté. Au cours de la rencontre, la nécessité pour les disciples tijanes du monde d'engager une réflexion à travers la pensée fondamentale de leur guide suprême. L'idée commune que nous avions tous, c'est que
le monde comme il est actuellement, il est en panne de solutions dans tous les domaines. Et que l'épaisseur historique de l'islam depuis 12 siècles ou 11 siècles dans nos régions ne peut pas être passé sous silence au profit de l'héritage colonial. Un débat sur l'actualité, mais aussi et surtout sur la situation de la Palestine. On ne peut pas parler de la géopolitique aujourd'hui sans parler du Moyen-Orient. On ne peut pas parler du Moyen-Orient sans parler de la Palestine. On ne peut pas parler des droits et de la gouvernance sans parler des Nations Unies, du système des Nations Unies et des limites du système des Nations Unies par rapport à la Palestine. En bref, le brevet de fin d'études moyennes débute ce lundi 22 juillet 2024 sur l'étendue du territoire national. Cette année, 191 362 candidats cherchent à obtenir le diplôme pour entrer au lycée. Toujours dans le domaine de l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale a effectué une visite ce samedi au CEM et lycée de Yoff pour s'enquérir de la situation de ces établissements qui sont dans un état de délabrement très avancé. Moustapha Guirassi a annoncé des mesures importantes. Il a aussi profité de l'occasion pour rappeler les mesures prises pour le bon déroulement des épreuves du BFM. Dienaba Omar Sow était dans le convoi. C'est dans un état de délabrement très avancé que le ministre de l'Éducation nationale a trouvé le CEM et le lycée de Yoff lors de sa visite dans cette localité. Accompagné du directeur général de Dakar Dem Dikk et les autorités administratives de Yoff, Moustapha Mamba Guirassi a sillonné les coins et recoins de ces établissements pour s'enquérir de la situation. Nous avons remarqué quand nous avons visité les établissements que les élèves n'étaient pas du tout dans les conditions d'apprentissage. Tout était à refaire. Mais au-delà même des conditions d'apprentissage, les élèves étaient menacés d'insécurité. Insécurité par rapport au risque d'effondrement, mais insécurité aussi par rapport en fait à des risques sanitaires, tellement la situation est dangereuse. Après ce constat, le ministre rassure et annonce des décisions importantes. Dès lundi, Inch'Allah, la direction de la construction scolaire du ministère de l'Éducation nationale se rendra avec donc les équipes compétentes pour justement des mesures rapides, urgentes à prendre. Nous avons aussi convié les autorités locales à s'associer donc à nous à travers donc une réunion la semaine prochaine pour que très vite les mesures idoines soient prises. Et nous pensons qu'il s'agira d'améliorer très vite les conditions donc d'apprentissage, donc l'environnement. Moustapha Mamba Guirassi a aussi profité de l'occasion pour revenir sur les mesures prises par les autorités pour le bon déroulement des épreuves du BFM. Donc tous les centres, on a 1100 et quelques centres. Tous ces centres-là sont des centres sécurisés, donc qui ne sont pas susceptibles d'inondation. Nous sommes allés beaucoup plus loin. Même pour les enfants en situation d'handicap, des dispositions ont été mises en place. Un autre fait majeur, c'est la digitalisation de tout le processus. Donc depuis l'inscription jusqu'à la proclamation des résultats, nous avons digitalisé donc le processus. Pour leur part, les populations de Yoff se félicitent de cette visite et restent rassurées après le discours du ministre. En marge de cette visite, Dienaba Omar Sow, le ministre de l'Éducation nationale, est également revenu sur l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable dans les centres d'examen. Il invite les candidats à se conformer scrupuleusement aux règles établies. Voici ses propos. Oui, nous le disons, nous le répétons, tout ce qui est téléphone est interdit, mais tout ce qui est aussi appareil assimilé est interdit. Ce n'est pas parce que nous pensons qu'ils trichent et quand on va les renvoyer parce qu'ils sont entrés avec des téléphones ou des appareils assimilés, ce n'est pas parce qu'ils ont triché, mais c'est parce qu'ils n'ont pas respecté une règle. Donc il faut tout simplement que la règle ou les règles soient respectées. Ça participe du civisme, ça participe de la citoyenneté et ça participe des règles du jeu. Donc aux parents d'élèves, aux élèves, nous disons que la règle, c'est de ne pas entrer dans un centre
avec un téléphone ou un appareil assimilé. Donc si on vous prend avec un téléphone, appareil, vous pouvez jurer sur la Bible et le Coran que vous n'êtes pas tricheur, je vous croirai, mais au moins, sur une chose, on s'entendra, vous n'aurez pas respecté la règle et en ce moment, vous serez sanctionné. Podor va mal, vous en avez entendu parler, c'est le nom d'un mouvement qui fête ses 10 ans d'existence. Lors de la fête de son 10e anniversaire, le mouvement a mis l'accent sur les potentiels de la vallée du fleuve Waly Diouf Bodian, qui est désigné parrain de l'événement, a expliqué l'importance de ce secteur. Le mouvement Podor va mal compte jouer pleinement sa partition dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire, l'une des politiques majeures préconisées par le régime en place. À l'occasion de la célébration de son 10e anniversaire, le mouvement, sous la houlette de son coordonnateur, a mis en avant le rôle et la place de la vallée du fleuve dans l'atteinte de cet objectif. C'est quelque chose qui intéresse le gouvernement, qui intéresse le Sénégal d'une manière générale. Parler de souveraineté alimentaire, c'est régler pratiquement 3 questions, la question de l'emploi, la question de la souveraineté, la question de l'immigration, la question vraiment de la baisse des prix des denrées de première nécessité. C'est devenu aujourd'hui la seule alternative pour le développement de ce pays-là. Pensons qu'aujourd'hui, la vallée du fleuve Sénégal sera mise vraiment à sa place. Dans sa place pour jouer son véritable rôle. La cérémonie s'est déroulée sous le parrainage de Waly Diouf Bodian. Le directeur général du port autonome de Dakar estime que la souveraineté alimentaire occupe une place primordiale dans le projet de PASTEF. C'est un secteur essentiel pour le développement du pays, a-t-il assuré. Il faut d'abord produire ce qu'on mange pour pouvoir véritablement équilibrer notre balance commerciale et certainement aller vers des exportations qui permettront en tout cas au pays d'être très présent dans le concert des nations développées. Économiquement, si tous les pays qui veulent décoller doivent d'abord régler cette question parce que nous sommes extrêmement dépendants de l'extérieur pour notre alimentation. Alors tant qu'on est dépendant de l'extérieur, nous nous contentons de développer d'autres pays. Au terme des discussions, plusieurs conclusions ont été soumises aux autorités. Le mouvement Podor va mal espère que le gouvernement saura profiter du potentiel de la vallée du fleuve Sénégal dans cette lutte pour la souveraineté alimentaire. Matar Bari de Podor, nous prenons la direction de Louga. Dans une démarche de solidarité exemplaire, le collectif des Lougatois pour l'entraide et la solidarité a octroyé 500 branchements sociaux facilitant l'accès à l'eau à des ménages du quartier Montagne Nord à Louga. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts constants du collectif pour améliorer les conditions de vie des résidents locaux, un acte salué par les habitants de Montagne Nord. L'eau est une source de vie, donc les branchements sociaux sont indispensables. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. D'accord, ni 500 branchements sociaux. Il nous a été offert 500 branchements sociaux, que ceux qui sont intéressés se rapprochent du mouvement clé, près du poste de police. Des agents les prendront en charge. Association clé, association politique. Nous ne sommes ni une association politique, ni religieuse. C'est une association dédiée à tous les habitants de Louga. Nous voulons apporter des solutions à tous leurs problèmes. Nous vous demandons de nous faire part de toutes vos difficultés et l'association clé les réglera. Voilà, nous en arrivons à l'actualité internationale qui nous mène directement au pays de l'oncle Sam, affaibli donc par son état de santé et lâché par des poids lourds du camp démocrate. Joe Biden a décidé ce dimanche d'abandonner la course à l'élection présidentielle. Son camp se faisait de plus en plus pressant. L'actuel occupant de la Maison-Blanche a finalement décidé de renoncer à se présenter à l'élection présidentielle contre Donald Trump. Lui-même en a fait l'annonce sur son compte X. Ces derniers jours, les appels à se désister s'étaient multipliés dans le camp démocrate. Place maintenant à l'actualité sportive que nous démarrons avec le sport de chez nous. À présent, donc, Balagaï 2, le Lion de Guédiawaye,
vient de battre Tapha Tine, le géant du Baol. Les deux s'affrontaient tout à l'heure. Le combat vient de prendre fin en faveur donc de Balla Gaye. 11 années après leur premier face-à-face en 2013, les deux lutteurs se sont retrouvés ce soir à Dakar, à l'arène nationale. Le lion de Guédiawaye, qui voulait renouer avec le succès, est arrivé à ses fins, alors que le géant du Baol, lui, était en quête d'une 6e victoire de rang qui malheureusement n'a pas eu lieu. Le sport également, en beach soccer, l'équipe nationale du Sénégal a réussi son déplacement à Conakry ce dimanche en battant la Guinée par 9-3. Les Lions ont dominé les deux tiers du match. Donc, malgré l'ouverture du score par Mandione Laye Diagne, à la 2e minute de jeu, le Sénégal n'a pas eu un début de match facile. La Guinée, qui cherche une première qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, est restée difficile à dompter durant ce premier tiers, tant les deux équipes étaient au coude à coude, 3 buts partout à la fin du premier round. Le deuxième tiers temps sera mieux maîtrisé par les Lions, qui réussissent à museler l'attaque guinéenne et prendre le large 6-3. D'ailleurs, les hommes d'Ibrahima Sori Sompou ne réussiront plus à marquer au moment où les hommes de Ngala Silla vont encore ajouter 3 buts pour boucler le dernier tiers temps. Le Sénégal domine donc logiquement la Guinée par 9-3. Le match retour est prévu ce dimanche 28 juillet à 17h sur la plage de Djamalaï. Et nous terminons avec le basket, la Coupe du Maire. Chez les hommes, le Dakar Université Club remporte son premier trophée de la saison 2023-2024 de basket. La victoire du club estudiantin face à l'Union sportive de Ouakam par 55-53 a été marquée par de nombreux rebondissements ce samedi 20 juillet au stadium Marius Ndiaye. Retenez également que chez les dames, c'est l'ASC Ville de Dakar qui a remporté la Coupe du Maire de l'édition 2024. Voilà, l'essentiel de toute l'actualité sportive vous sera proposé tout à l'heure à partir de 21h dans votre émission sportive Sport sur 7 avec Babundour et Grégoire Sambangom qui vont faire le tour de l'actualité de toutes les disciplines sportives. C'est la fin, mesdames et messieurs, de cette édition. Merci à Pape Bandagaï pour la coordination de ce journal, à Pape Diop et Bamba Traoré pour la réalisation. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Quant à moi, je vous retrouve demain dans la matinale. Excellente soirée à toutes et à tous.